Bonjour à tous, bienvenue à cette webconférence intitulée Réussir la rénovation énergétique des équipements sportifs structurants, organisée par VK, première et en partenariat avec l'ANDES, qui est l'Association nationale des élus en charge du sport, et l'ANS, l'Agence nationale du sport. Donc, comme d'habitude, cette web est interactive. À poser vos questions dès maintenant et tout au long de cette webconférence, on essaiera d'y répondre. Donc, quelques mots avant de vous présenter nos différents intervenants. Bon, je vous apprends rien. Vous savez que cette année, la France accueille les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, donc une année très particulière, année 2024 qui a été décrétée grande cause nationale du sport. Ce contexte n'empêche pas une part importante de notre parc d'équipements sportifs structurants. Donc, quand on parle d'équipements sportifs structurants, ce sont les gymnases, les piscines, les salles spécialisées notamment. Donc, cette part du parc, donc comme je vous disais, vieillissante, 40% ont en effet plus de 35 ans. Et ça signifie souvent des équipements particulièrement énergivores. Donc, on sait que on parle souvent des écoles, mais dans les équipements publics, les équipements sportifs sont également une des autres priorités importantes des collectivités pour effectivement engager leur rénovation énergétique. Donc, plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, il y a des obligations légales pour les bâtiments à usage tertiaire. En seconde raison, bon, cet immense chantier de la lutte contre le dérèglement climatique. Donc, on sait que la rénovation énergétique des bâtiments, qu'ils soient publics ou privés, est un de leviers quand même très important. Et troisième raison, j'ai envie de dire, un contexte de forte hausse des coûts de l'énergie et son impact sur les finances locales, sachant que les budgets sont particulièrement contraints et que malheureusement, avec, vous avez vu ce contexte national de réduction des budgets de l'État, qui a commencé cette année et qui se prolongera l'année prochaine, bon, fera que ces budgets seront de plus en plus contraints. Donc, nécessité de ces travaux de rénovation énergétique, mais en même temps des travaux qui sont coûteux. Donc l'idée de cette webconférence, c'est conseils sur l'accompagnement nécessaire, les subventionnements possibles et la façon de déposer des dossiers et de savoir surtout à quelle porte frapper. Donc, durant cette webconférence, on va faire un peu sur l'état du parc au niveau national, les accompagnements possibles dont je vous parlais à l'instant. On verra l'importance de démarrer par un audit énergétique de votre parc d'équipement, les aides disponibles et les critères et les taux de subventionnement, et de voir s'il y a des territoires qui sont plus prioritaires que d'autres. Donc, je vous présente tout de suite nos intervenants. Donc, tout d'abord, Hélène Costel-Leroy, vous êtes référente offre sport à l'UGAP, chef du département marketing. Raphaël Blanchard, bonjour. Raphaël Blanchard, maire adjoint de Reims, délégué à la ville active et sportive. Vous êtes vice-président de l'ANDES, donc l'Association nationale des élus en charge du sport, et également vice-président du département de la Marne en charge du sport. On verra que cet autre mandat peut avoir une importance sur notre sujet. Bonjour à vous. Valérie Saplana, vous êtes responsable du service des équipements sportifs à l'ANS, l'Agence nationale du sport. On va notamment parler du plan 5000 équipements génération 2024, voir si directement ou indirectement il peut aider les collectivités sur ce dossier de la rénovation énergétique. On parlera aussi de plans dédiés que vous avez pu avoir. On parlera évidemment aussi du fonds vert, ce fameux fonds vert qui aide les collectivités. Et quatrième intervenant, Vincent Julien, partenaire de l'UGAP, et vous êtes responsable commercial collectivité territoriale donc à Alterea, qui est une entreprise de conseil, d'ingénierie, de services et de travaux sur la transition énergétique. Donc l'atout d'avoir, j'ai envie de dire, toute la chaîne, parce qu'on parlera beaucoup de l'importance de l'audit en amont, mais c'est vrai que vous allez jusqu'aux travaux.
Avant de vous donner la parole, une petite question sondage, hein, comme on fait à chaque webconférence pour prendre un peu le pouls de l'assistance. Et donc la question est, je pense que vous l'avez devant les yeux, avez-vous un projet de rénovation énergétique d'un équipement sportif structurant en cours ou prévu? Donc voilà, c'est une question assez basique, oui ou non. Hélène Costel-Leroy, donc de l'UGAP, je vous confie la lourde tâche de nous faire une petite introduction et pourquoi ce choix justement de la rénovation énergétique parmi les priorités des équipements sportifs. Oui, merci. Donc c'est vrai que vous l'avez dit, on est dans une année olympique. On sait tous, le sport est grande cause nationale. Et aujourd'hui, il est plus que jamais au cœur des enjeux de société comme la santé, l'inclusion, le bien-être, le lien social ou l'attractivité des territoires. C'est vrai qu'aujourd'hui, les acteurs publics et plus particulièrement les collectivités doivent accompagner l'accès au sport et la pratique sportive pour tous. C'est là que l'UGAP intervient en tant que partenaire historique des collectivités, comme centrale d'achat qui est engagée dans l'accompagnement des transitions, donc pour accompagner ce développement, que ce soit en métropole ou en outre-mer. Donc l'accompagnement, il se fait avec des solutions dédiées. On a beaucoup parlé de terrain multisport. À l'UGAP, c'est aussi au travers de solutions de mobilier, d'hébergement, de restauration, en passant par le matériel d'événementiel ou prestations de sécurité et d'accueil. C'est aussi la maintenance et la conformité des équipements sportifs, mais c'est vrai qu'on pense moins à la performance énergétique des bâtiments. Par exemple, nous, on est très fiers d'avoir accompagné la communauté de communes de Montfaucon pour l'audit énergétique de ces bâtiments et plus particulièrement de ces gymnases notamment, en partenariat avec Alterea qui est nos titulaires de marché sur les questions de transition énergétique. D'où cette webconf aujourd'hui avec nos différents partenaires pour développer ce sujet qui reste... on parle beaucoup d'équipements sportifs, mais on oublie tout ce volet maintenance et transition énergétique. C'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Et on verra avec Vincent et Julien tout à l'heure que justement l'intérêt, un des intérêts de cet audit, effectivement, c'est de voir que le traitement apporté à tous les équipements n'est pas le même, mais il y a une palette d'outils. Évidemment, on pense, et c'est l'objet de notre webconf, des travaux de rénovation énergétique, mais d'autres choses sont possibles. Mais je laisserai nous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Est-ce que Raphaël Blanchard est avec nous? Est-ce que je ne le vois pas affiché? Donc, je vais peut-être de Valérie Saplana vous donner la parole et Raphaël Blanchard interviendra après. Donc, Agence nationale du sport. Donc peut-être quelques mots sur les plans que vous avez eus, et notamment au moment du grand plan de relance, vous aviez eu un plan spécifiquement dédié sur la rénovation énergétique des équipements sportifs. Donc, peut-être nous en dire quelques mots. J'imagine qu'il a totalement été consommé. Mais oui, absolument. Très vite. Ça a fonctionné, ça a bien fonctionné. Nous avons effectivement mis en œuvre un plan de relance en matière de rénovation énergétique qui, lui, était complètement dédié à la rénovation énergétique des équipements sportifs structurants pour des projets portés par les collectivités territoriales. Contrairement au plan 5000 équipements génération 2024 sur lequel je reviendrai après, qui n'est pas entièrement dédié à cette thématique. Donc, ce plan a eu beaucoup de succès, effectivement. En 2021, nous avions 50 millions d'euros à disposition. Ce plan a été reconduit fort de son succès en 2022-2023, à cheval sur les 2 années, avec 50 autres millions d'euros. Ça nous a permis quand même de soutenir plus de 300 équipements sportifs structurants, avec un montant moyen de subvention de 330 000 euros par projet de rénovation. Un taux de subvention moyen de plus de 45% des dépenses éligibles, ce qui est quand même assez conséquent, puisque sur les équipements structurants, habituellement, on est plutôt à un taux maximum de 20%. Et pour des projets qui ont visé en moyenne 50% de réduction de la consommation énergétique. Donc c'était vraiment
un véritable succès. On a financé 2 types de travaux, donc des travaux à guerre rapide ou de confort d'été, donc qui, avec un investissement minimum, donnent un résultat vraiment intéressant de réduction de la consommation énergétique. Donc c'est beaucoup de relampage, parce le changement des ampoules classiques pour passer en LED. Et puis pour le confort d'été, c'est des travaux de ventilation, de mise de création de ventilation naturelle, notamment dans les territoires ultramarins, ce qui nous intéresse beaucoup puisqu'on intervient aussi là-bas. C'est aussi des travaux plus lourds qui visent à renforcer l'autonomie énergétique des équipements sportifs et à diminuer justement la dépendance aux énergies fossiles. Donc, on a eu énormément de dossiers, un nombre assez conséquent de dossiers de changement de système de chauffage au fioul ou au charbon pour des systèmes de chauffage au bois. Et puis, c'est aussi, par exemple, les panneaux photovoltaïques, les panneaux solaires, la géothermie, etc. Donc, nous, on a eu un… Excusez-moi de vous interrompre, mais c'était tout type de collectivité. Vous aviez autant des grosses villes que des plus petites communes ou des communautés de communes? Oui. On a eu un panel assez large, mais c'est surtout commune, intercommunalité, effectivement. Mais on a eu aussi beaucoup de communes rurales. On intervenait en territoire carencé, mais pas exclusivement. Il y avait une priorité donnée aux territoires carencés. Et donc, on a eu pas mal de communes rurales également qui ont déposé des dossiers. On est intervenu sur 3 types d'équipements principalement, pas de surprise réellement, les salles multisports, donc les gymnases en premier, on a eu beaucoup plus de dossiers de gymnases, les terrains de grands jeux en second lieu, et notamment du relampage sur les terrains de grands jeux, les terrains de football, de rugby, et puis sur les bassins de natation, les piscines, on a pu rénover 39 piscines, enfin soutenir la rénovation de 39 piscines pour près de 20 millions d'euros. Donc, effectivement, les piscines sont particulièrement concernées. Oui, alors, vous confirmez que c'est l'équipement le plus énergivore, les piscines? Ah oui, ça, je crois que de façon très unanime, effectivement, les piscines sont les équipements les plus énergivores, de fait, tout à fait. Je salue Raphaël Blanchard qui a pu nous rejoindre. Donc, je sais qu'il y avait un petit problème de connexion. Je vous en prie, Valérie, continuez. Donc ça, c'était en 2021, 2022, 2023. Et c'est vrai qu'en 2023, c'est le Fonds vert qui a pris le relais de l'agence, qui n'avait plus de dispositif dédié. Fonds vert qui a été mis en place par le gouvernement sous la houlette des préfets de région et des préfets de département avec un budget de 2 milliards d'euros, donc très, très conséquent. Et qui a permis, au terme de l'année 2023, de financer un peu moins, j'allais dire, d'équipements qu'on a pu en financer, nous, agence. On a identifié 281 projets, d'après les informations qu'on a eues, pour un montant de 68,5 millions d'euros. Donc, sur des projets de rénovation d'équipements sportifs structurants. Voilà. Et oui, pardon. Oui, parce qu'on sait que je dirais pas que les écoles sont prioritaires, mais on voit que c'est quand même elles qui sont de loin les plus retenues dans les projets du Fonds vert. Et sinon, effectivement, vous disiez, il est conséquent le Fonds vert, mais malheureusement, il était passé de 2 milliards à 2,5 milliards et on a fait machine arrière avec les réductions dues au déficit public. On a quasiment perdu ce qu'on avait gagné, si je puis dire. Ouais. Mais on ne sait pas encore exactement ce qui est concerné. Alors je ne veux pas gâcher la fête, mais est-ce que justement sur le subventionnement qui peut concerner les équipements sportifs, est-ce que justement cette réduction peut concerner ou pas spécifiquement? Alors, sur le plan 5000 équipements génération 2024, donc qui a été mis en place, annoncé en fin d'année 2023 et mis en place cette année, il est actuellement ouvert. C'est un plan qui prend le relais du plan 5000 terrains de sport qui ne visait que des petits équipements de proximité. Qui a eu un grand succès puisqu'on en a soutenu plus de 5500. Donc, il s'inscrit dans cette continuité, mais également dans la continuité des politiques publiques qui visent à développer l'activité physique et sportive à l'école et pour les jeunes. Donc notamment les 30 minutes d'activité sportive quotidienne, physique quotidienne et les 2 heures au
collège. Il intervient sur 3 axes, donc dans la continuité du premier plan, donc sur les équipements de proximité, un axe 2 sur les cours d'école actives et sportifs, un axe 3 sur les équipements structurants, avec un budget de 39,5 millions d'euros, donc qui est doublé par rapport à l'année dernière et qui est plus que triplé par rapport aux années précédentes. Donc ça, c'est vraiment très, très important. On n'aura pas de réduction budgétaire à notre connaissance cette année, en tout cas sur cet axe-là. Alors, ce n'est pas malgré tout un axe. Voilà, bon, c'est déjà rassurant. Ça répond quand même à une demande très très forte des collectivités. L'ANDES avait milité, et Raphaël en parlera certainement, pour effectivement que l'on aide davantage les équipements structurants. Toutefois, ce n'est pas un dispositif qui est dédié à la rénovation énergétique. C'est un dispositif qui va permettre, j'allais dire, certains projets sous condition de soutenir de la rénovation qui comprendra de la rénovation énergétique, mais pas seulement de la rénovation énergétique. Donc on sera sur des projets. Ça la concerne, mais indirectement, si je puis dire. À l'intérieur, non. C'est juste pas dédié. C'est-à-dire qu'en fait, on a ciblé des projets de rénovation qui sont un peu, j'allais dire, globaux, donc rénovation structurante qui devra porter sur la partie sportive. Et dès lors qu'elle portera sur la partie sportive, elle pourra entraîner, j'allais dire, d'autres types de travaux, mais elle ne sera pas exclusivement dédiée à la rénovation énergétique. Donc, un dossier qui ne porterait que sur le changement de la chaudière au fioul ne serait pas éligible. Un dossier qui ne porterait que sur le relampage ne serait pas éligible. En revanche, un projet plus structurant qui portera sur le changement de revêtement synthétique et le relampage sera éligible, etc. Donc, c'est vraiment des rénovations plus globales qui peuvent inclure éventuellement de la rénovation énergétique. Et donc, donc tous les porteurs de projets sont éligibles, les collectivités, tout type de collectivités, leurs groupements, toutes les associations à vocation sportive, depuis l'association ad hoc jusqu'à la fédération, en passant par les clubs, les ligues, les comités départementaux. Tous les territoires seront éligibles, mais on donne une priorité quand même aux rénovations qui s'inscrivent vraiment dans un contexte de démarche environnementale visant à réduire l'imperméabilisation des sols, et puis au regard du foncier qui se fait de plus en plus rare et qui est très coûteux, c'est vraiment une incitation qui me semble complètement cohérente. Donc on va privilégier les rénovations, même si les créations d'équipements sont éligibles, et même si au titre de cet axe, on pourra également acquérir des matériels lourds comme on le faisait par le passé pour la pratique fédérale. Donc ça, c'est pour… Valérie, je vous propose qu'on continue peut-être notre tour de table et on reviendra parce qu'on a pas mal de questions qui tombent. D'autant plus que pour vous donner les résultats de la petite question sondage que je vous ai posée tout à l'heure, les internautes qui répondent oui, qu'ils ont un projet en cours ou prévu, c'est 65%. Donc voilà, je pense qu'ils sont vraiment là, surtout ceux où c'est encore un projet, à demande peut-être de choses assez pratiques, dont côté subventionnement, mais que même peut-être le travail en amont, d'audit, de choses comme ça. Donc, je reviendrai vers vous via ces questions. En tout cas, merci de cette présentation, parce que tout cet aspect financement est évidemment très important. Raphaël Blanchard, ravi de vous accueillir. Donc, bonjour. Donc, comme je disais tout à l'heure, dans vos différentes fonctions, vice-président de l'ANDES. Alors, peut-être un état des lieux, effectivement, sur les communes, sur ce chantier de la rénovation énergétique. Moi, j'ai dit que c'était une priorité pour elles. Est-ce que vous, au niveau de l'ANDES, je pense que vous le constatez? Et j'imagine avec un distinguo toujours selon la taille des collectivités. C'est plus compliqué pour des petites communes ou des intercos plus rurales. Alors, le sujet des équipements sportifs est présent dans les collectivités et il va au-delà des équipements sportifs. On pourrait aussi mettre les équipements culturels. Je ne voudrais pas être sportif centré.
Mais c'est les équipements structurants qui amènent à ce qu'il y ait à la fois des charges de fonctionnement très importantes et nécessairement un lien quant au vieillissement de ces équipements et du coût de fonctionnement énergétique de ces équipements. Et à travers ce problème, entre guillemets, les collectivités avaient une capacité d'investir, il y a de cela quelques années, assez importante, une liberté acquises par les maires qui ont permis de porter des projets emblématiques avec le soutien de l'État très souvent et qui ont permis de mailler le territoire d'équipements sportifs et d'équipements de ce fait-là culturels avec des différences entre les territoires, à la fois des différences au regard de la volonté politique locale, à la fois des différences sur, en effet, la structuration du territoire. Je ne prends pas nécessairement le périmètre régional et départemental, mais la notion d'intercommunalité, avec une évolution de ce périmètre et notamment le fait que le niveau d'intégration des compétences est différent suivant l'intercommunalité choisie par rapport au nombre notamment d'habitants. Et donc, on a une différence entre les communautés de communes comme nous les connaissons depuis de nombreuses années, et puis jusqu'aux phases les plus intégrantes qui sont celles des métropoles. Et nécessairement, on arrive à une différence entre le milieu rural et le milieu urbain, tout en mettant entre les deux un élément, c'est le milieu périurbain qui a aussi ses spécificités. Et à ce titre, nous avons un élément, c'est souvent des équipements structurants de type gymnase qui sont peut-être les plus présents sur le territoire. Un sujet sur les plans piscines qui ont existé il y a de cela quelques années, qui ont continué à se développer dans les années 2000 avec le développement de l'intercommunalité dans le milieu rural. Et le sujet particulièrement présent et qui est redondant sur les plans, et il est nécessaire de l'appuyer, au travers des quartiers politiques de la ville, et donc d'avoir une orientation sur la création d'équipements dans un grand nombre de ces quartiers ou qui sont en déficit d'équipements, comme le milieu rural. C'est à la fois un sujet de fonctionnement au quotidien et bien entendu un sujet d'investissement à l'origine, et donc on en arrive au travers de l'existence d'un parc qui est à peu près à 60% à plus de 30 ans. Alors à 30 ans, on est dans la force de l'âge quand on est un être humain. Quand on est un équipement, il commence à y avoir quelques petits points de contrôle à avoir. Et c'est à ce titre qu'il y a nécessairement des sujets pour les collectivités et qu'on a saisi à bras-le-corps le fonds vert qui nous avait été proposé sur l'exercice précédent dans le cadre de France Relance, et que dans son cadre précis, c'est vrai qu'on est un peu plus limité au regard de l'exercice actuel, mais en tout cas, les collectivités sont en attente, et je pense que le nombre de participants présents aujourd'hui le démontre. Nous le voyons, nous, dans les membres de l'Association nationale des élus en charge du sport, qui recueille les adjoints et les maires qui souhaitent être représentés directement dans cette association, et puis aussi par les contacts de collectivités que nous pouvons avoir de manière ponctuelle par rapport à un projet, parce que c'est aussi les missions notamment de l'ANDES à ce titre, c'est aussi d'orienter et les collectivités, les élus, en lien bien entendu avec les techniciens du sport représentés notamment à l'ANDIS. Et donc on fait chaque année notamment un guide des financements, alors qui n'est pas la réponse à tout, c'est pas 100% de bonnes réponses, mais en tout cas c'est un éventail de possibles. Et ensuite nous avons des salariés de l'association qui prennent contact avec la collectivité, et bien entendu on le fait dans un binôme en confiance avec l'Agence nationale du sport et les services déconcentrés de l'État pour construire ces projets. Mais on voit quand même qu'il y a une difficulté de savoir où s'adresser, premier élément. Il y a une difficulté au regard de la priorisation et donc nécessairement des critères qui sont nécessaires dans le cas des enveloppes budgétaires qui sont allouées par l'État, mais aussi par les collectivités. Je pense aux régions et aux départements qui cofinancent souvent ces équipements, sans oublier les fonds européens qui sont là très peu souvent utilisés, mais qui nécessitent une ingénierie qui est concrètement pas présente dans un grand nombre de communes, des grandes communes très clairement, mais surtout les petites communes où souvent
l'adjoint au sport, le maire, si pas toujours un adjoint au sport, est à la fois celui qui prend les délibérations, celui qui est sur le terrain le week-end et parfois qui met un peu le coup de peinture dans l'équipement. Le fameux guichet unique dont on rêve un peu dans toutes les politiques publiques, malheureusement, n'existe pas. Excusez-moi, je vous interromps juste un instant parce que je l'avais dit rapidement au début, mais peut-être que trop rapidement et ça n'a pas été clair. On me pose une question, qu'entendez-vous par un équipement sportif structurant? C'est vrai que j'avais cité les piscines, les gymnases, peut-être un mot pour le différencier des autres types d'équipements. Et oui, la question, j'ai donné les résultats tout à l'heure, vous nous aviez déjà rejoint Raphaël Blanchard pour montrer qu'on avait vraiment un public, comme vous disiez, assez important aujourd'hui et qui vraiment, je pense, à la demande d'infos vraiment le plus pratique possible. Peut-être la question en 2 mots, de redire ce que sont des équipements structurants. Vous posez la question à moi Oui, Valérie Paplana, ou en binôme, comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. De répondre en tout cas pour ce qui correspond aux subventions de l'agence, parce que nous, on en a une définition qui n'est peut-être pas exactement la même que celle de l'Andes, bien sûr. Hein, mais c'est vrai que nous, on entend par équipement structurant les gros équipements qui sont coûteux, j'allais dire, à la construction. Hein, donc, c'est effectivement les gymnases, donc les salles multisports, les salles spécialisées, les terrains de grands jeux, les piscines, bien évidemment. Voilà. Par opposition aux petits équipements de proximité qui, eux, sont plutôt majoritairement extérieurs, hein, donc non fermés, peu coûteux, d'une dimension réduite, démultipliable sur l'ensemble du territoire. On n'est vraiment pas du tout dans la même échelle de coûts. J'allais dire sur les petits équipements de proximité, peut-être qu'en moyenne, on est sur 100 000 euros, pendant qu'on est sur plusieurs millions d'euros sur les équipements structurants. Donc, on est vraiment… nous, on est parti en tout cas de cette définition pour distinguer les 2 catégories. Valérie Paplana, j'en profite. Je la partage. De vous avoir parce que par rapport à la présentation que vous avez faite tout à l'heure, une question aussi sur qu'est-ce qu'on entend exactement par territoire carencé? Alors, les territoires carencés, nous les avons aussi définis en travaillant avec la direction des sports, avec un groupe de travail sur la ruralité, et on a donc fini par arrêter des critères. On a 2 catégories de territoires carencés, les territoires carencés urbains, et là, ce sont les quartiers prioritaires de la ville. Alors, nous, on a instauré un critère, il faut que les projets soient situés dans un QPV ou à proximité immédiate, grosso modo dans un rayon d'un kilomètre, 1,5 km. Voilà, on n'a pas vraiment figé la distance, mais il faut que ce soit qu'il y ait une notion de proximité et donc d'accessibilité assez aisée, encore que cette accessibilité varie si il s'agit d'un équipement de proximité, donc plutôt de quartier, et un équipement structurant. Et donc, les territoires carencés ruraux, et là, on a 3 critères qui ont été arrêtés. Ce sont les projets qui sont situés dans des communes en zone de revitalisation rurale. Ce sont les projets qui sont dans une intercommunalité qui a signé un contrat de relance et de transition écologique à caractère rural. Et on a travaillé avec l'ANCT qui a donc une liste de communes ayant signé un CRTE à caractère rural. Et ce sont aussi des projets qui sont situés dans un bassin de vie qui comprend plus de 50% de population en territoire rural. Voilà, donc si on coche une de ces cases, on est donc considéré en territoire. Et on est donc prioritaire dans l'examen du dossier de demande de subvention. Ok, merci. Raphaël Blanchard, justement, vous parliez du guide des financements et il y a déjà une question de savoir si l'édition 2024 est publiée. L'édition 2020, comment? Des gens impatients. Non, tout à fait. Nous le faisons chaque année et notamment nous en faisons l'écho massivement lors du congrès de l'Andes qui a lieu à Marseille cette année. Et l'ensemble des documents et des productions qui sont faites par l'Andes et parfois en coproduction avec d'autres acteurs, notamment l'Agence nationale du sport, mais aussi le CNOSF, le CPSF et d'autres, est disponible sur le site de l'Andes, bien entendu. Donc, il le sera prochainement. Le congrès est début mai, pour être assez précis, après
au niveau de l'accueil de la flamme olympique, parce que ça sera dans la même ville que la flamme arrivera en France pour l'Hexagone. Donc consultable d'ici les prochaines semaines sur votre site, c'est ça? Tout à fait, début mai. Ok. Peut-être un mot, parce que c'est vrai que oui. Et il est cumulable, il faut le savoir, parce qu'il y a une nouvelle gouvernance du sport, hein, on la représente à chaque fois, qui permet à ce que depuis 2019, l'ensemble des acteurs du sport se retrouvent au niveau régional pour avoir des orientations dans le cadre, bien entendu, de la note de cadrage qui nous est transmise par l'Agence nationale du sport et avec les arbitrages des préfets de région. Il y a dans des conférences régionales du sport aussi des guides de financement spécifiques qui ont été faits par région et qui sont descendus au niveau départemental et intercommunal pour accompagner les porteurs de projets, hein, pas uniquement les communes, mais les porteurs de projets dans leur dossier. C'est le cas dans le Grand Est, je parle de mon cas, mais ce n'est pas le seul. Et c'est aussi un élément qui est donc à votre disposition, hein, la liste des membres des présents dans les conférences régionales du sport. Elles sont publiques, elles sont disponibles sur le site de l'Agence nationale du sport notamment, mais aussi sur les comités régionaux olympiques et sportifs. Bien entendu, les services départementaux jeunesse, engagement et sport, excusez-moi pour la liste à la Prévert, d'institutions, mais ça démontre la complexité, peuvent vous transmettre ces éléments et permet de construire plus facilement le dossier, même si, et j'apprécie toujours la prudence de Valérie Saplana sur le fait que c'est pas 100% d'éligibilité si on est dans les critères, c'est toujours la difficulté, mais on a des enveloppes, on les respecte et ensuite il y a une notion de pourcentage, mais bien entendu qu'il y a des priorisations et le but c'est de porter votre dossier au mieux. On a pas mal de questions et il y en a notamment une sur les subventions au niveau de l'ANS. De toute façon, on va revenir là-dessus hein, parce qu'on voit que c'est quand même une grande partie de nos questions. Je vais tout de suite donner la parole à Vincent Julien, donc Alterea. Et ce que je disais rapidement là au début de la webconférence, l'importance du point de départ, j'ai envie de dire, de l'audit énergétique, effectivement d'avoir une connaissance effectivement de son parc. Et comme vous me disiez encore tout à l'heure, évidemment, là on parle de rénovation énergétique, de travaux de rénovation énergétique, mais de voir que selon les cas, on peut déjà avoir un échéancier et surtout d'avoir d'autres leviers pour réduire leur consommation énergétique. Donc voilà, c'est pas binaire, si je puis dire. Oui, tout à fait. Merci pour cette petite intro sur le sujet. Effectivement, on partage le constat qui a été évoqué, que le parc tertiaire des collectivités territoriales doit rentrer dans une transition massive de rénovation énergétique. On sait que le parc sportif d'une collectivité va représenter entre 10, 15, 20% des consommations énergétiques et des dépenses selon les sites qui sont disponibles sur les collectivités. On va avoir des collectivités, sites type piscine, tout de suite peser très lourd dans la balance énergétique et donc la nécessité d'engager des actions à court terme de rénovation énergétique. On a aussi un contexte réglementaire, notamment le décret tertiaire, qui impose une réduction des consommations énergétiques à échéance 2050 à hauteur de moins 60%. Et donc, dans tout ce cadre-là, on a besoin, et nous, Alterea, on constate le besoin de définir des stratégies patrimoniales pour entrer dans cette transition énergétique en faisant un premier constat de qu'est-ce qu'on peut proposer aux collectivités pour réduire les consommations énergétiques, améliorer le confort des usagers et puis potentiellement aussi travailler sur l'orientation vers la neutralité carbone à horizon 2050. Et donc, on va toujours axer les solutions sur trois axes en travaillant d'abord sur ce qui n'a pas de coût, travailler sur la sobriété énergétique, comment réduire les usages, réduire les besoins, travailler sur du pilotage de consommation, sur des plages horaires, etc. Repenser, pourquoi pas, notre rapport à l'usage, notamment sur des bâtiments sportifs, ce qui peut avoir un intérêt assez important, contrairement à du scolaire où on aura plus de difficultés à repenser l'usage. Et puis ensuite, venir travailler sur de l'optimisation, j'ai envie de dire, des systèmes existants. On n'a parfois pas besoin de réhabiliter massivement un bâtiment pour réduire les consommations de 20, 30, 40%. Et puis, dans certains cas, quand on a des bâtiments très vétustes, peu performants, avec des systèmes très vieux, Monsieur Blanchard parlait parfois des systèmes vieux de plus de 30 ans, et bien là, effectivement, on doit rentrer dans une approche plus globale
de rénovation énergétique en travaillant à la fois sur les systèmes, chauffage, ventilation, climatisation. Madame Saplana parlait de relamping, par exemple. C'est un des axes à travailler sur tous les sites. Et puis, travailler aussi sur l'enveloppe. Donc, travailler sur l'isolation, pourquoi pas, par l'extérieur, l'isolation des planchers intermédiaires, etc., qui vont venir apporter des gains de 40, 50, 60% de réduction de consommation avec des coûts un peu plus importants. Ce sur quoi on voulait alerter, c'était cette approche de bien connaître son patrimoine, bien connaître aussi ses consommations et pouvoir ensuite définir une hiérarchisation des actions, et pas que des travaux, des actions aussi, dans le temps, permettant ensuite de réduire les consommations. Plutôt, vous nous donnez de bonnes nouvelles parce que c'est des sujets qui peuvent inquiéter parce qu'on se dit, oulala, ça va être des coûts considérables, donc ça veut dire pas forcément des travaux immédiats. Et d'autres leviers qui ne sont pas négligeables. En plus, quand vous donnez certains chiffres, on voit que sans faire des travaux, on peut faire des réductions très conséquentes. Oui, tout à fait. On a des bons retours d'expérience sur des actions de sobriété, de pilotage, également la nécessité pour les collectivités, pourquoi pas, de se faire accompagner par ce qu'on peut appeler un energy manager qui va lui travailler sur l'analyse des consommations à l'échelle d'une collectivité et la définition d'actions à cibler sur certains bâtiments. Alors, ça peut être spécifique sur le sportif, mais ça peut être à l'échelle d'une ville, sur le scolaire, sur la culture, etc. Pour réduire ses consommations à très court terme en fonction des contraintes que vous évoquiez, Philippe, budgétaires, augmentation des coûts de l'énergie, etc. Donc ça, c'est des actions à gain gratuit. Et puis, planifier des actions à moyen terme et à long terme de rénovation des équipements structurants avec là un audit énergétique poussé à réaliser qui permet de dresser un état des lieux complet du bâtiment, état de performance, état de vétusté, projection des temps de retour sur investissement, définition des subventions qui sont mobilisables, à la fois les certificats d'économie d'énergie, mais aussi les différents mécanismes qui peuvent exister, qu'ils soient nationaux ou locaux, et puis derrière de lancer des opérations de travaux, et donc travailler sur de la programmation et derrière lancer des opérations de maîtrise d'appui de travaux. Merci beaucoup. Alors, comme je vous disais, beaucoup de questions sur ces questions de financement. J'y viens. Alors, justement, deuxième question sondage. Quel est le principal, je pense qu'il s'affiche pour vous, quel est le principal frein pour se lancer dans un projet de rénovation énergétique d'un équipement sportif structurant? Donc, plusieurs possibilités. Le diagnostic énergétique, le manque d'ingénierie. Donc là, on pense plus effectivement peut-être aux petites collectivités. Les questions de financement, évidemment. Mais elle ne fait pas partie des premières priorités de ma commune. Donc voilà, je vous laisse le temps de répondre. Et je reviens peut-être à Raphaël Blanchard parce que dans vos différents mandats, vous êtes également vice-président du département de la Marne en charge du sport. Et justement, dans les sources possibles de subventionnement, vous-même vous citiez tout à l'heure régions et départements, mais j'ai quand même l'impression que c'est plus les départements que les régions qui peuvent apporter des aides. Mais le problème, c'est aussi ce contexte financier, budgétaire actuel dont on parlait encore tout à l'heure. Est-ce que justement, que les aides existent encore, mais elles sont en train de baisser, avec un risque qu'elles baissent encore plus en 2025 ? Je sais pas, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, je vais tout d'abord répondre en effet à votre question, puis peut-être revenir sur les propos de Vincent au travers du détail sur quels sont les sujets dans les équipements et comment ensuite on organise cela sur une collectivité. Le premier point, je dirais que la situation est vraiment diverse suivant les régions. Leur réorganisation territoriale a amené à ce que les régions aient une capacité d'accompagner les collectivités peut-être plus importante, avec notamment des recettes qui permettent de maintenir une capacité d'investissement dans les régions, donc qui sont souvent présents sur les équipements structurants, notamment en lien avec leurs compétences lycée, mais aussi, je le précise, avec la haute performance et notamment les CREPS dont ils sont propriétaires des bâtiments. Donc ça veut dire que les régions sont assez présentes sur le sujet à la fois du scolaire par les lycées et sur le sujet de la haute performance. Et par ailleurs peuvent l'être aussi sur les équipements de proximité. Je prendrai mon exemple pour ne pas en donner des mauvais. Par exemple, la région Grand Est a été
pilote pour financer à hauteur de 50% l'ensemble des projets de Pump Track. Donc, c'est une vraie orientation politique. Mais encore une fois, suivant les régions, on n'a pas la même organisation et le même appui sur ce type de projet. On voyait auparavant, mais c'est au regard de l'histoire qui est celle des départements plus ancrés sur le territoire, les départements étaient beaucoup plus présents en cofinancement des projets de proximité, les projets des communes rurales notamment, et on a vu s'éroder très clairement les cofinancements départementaux. Je prends deux exemples, à la fois celui du département de l'Aisne que je peux connaître par ailleurs, mais il y en a bien d'autres qui, au regard des dépenses obligatoires qui leur sont imposées par l'État, et c'est pas un jugement de le dire ainsi, n'ont plus la capacité d'investir, donc ils n'ont pas une capacité à accompagner les communes et ont fait des choix, mais avant étaient très présents sur ces sujets, d'autant plus qu'on est sur une compétence qui est partagée par ailleurs. Il y a quand même une volonté des départements en tant qu'acteurs de plus grande proximité que la région, de maintenir cet accompagnement auprès des territoires, notamment des communes, et à ce titre, c'est vrai que des différences parfois entre les territoires, soit sur des critères fiscaux, sur le fait que la commune a plus de moyens et donc a peut-être besoin de moins d'aide du département, ou à l'inverse, une notion de territoire rural, ou de priorité dans le cadre des politiques départementales, en rappelant à ce titre que le département a compétence notamment sur les équipements sport de nature, et à ce titre, des fois, il y a des départements qui sont plus présents sur ce domaine. Mais on voit que chaque niveau de collectivité, jusqu'à l'intercommunalité qui pour un certain nombre ont repris la compétence scolaire, il y a toujours le lien avec l'éducation. Et quand on dit éducation, j'y viens, c'est le fait que pour que dans l'éducation nationale, il y ait de la pratique sportive, souvent les équipements structurants sont à 2/3 occupés par l'éducation nationale, et on en est très heureux. Mais néanmoins, ça a amené et ça a peut-être révélé plus encore le sujet de la propriété des équipements et de leur rénovation lors de notamment l'hiver sobriété énergétique, même s'il va se poursuivre au travers du PNAC. Pas si c'est trop le jour pour le préciser, mais en tout cas le fait d'avoir des règles ou des conseils qui permettent de moins consommer les énergies quelles qu'elles soient. On a vu que le fait de diminuer pour certaines collectivités la température, ou alors de fermer des équipements. Je me souviens de l'exemple de Valenciennes qui avait fait réagir, et c'était, me semble-t-il, le but de la collectivité en le faisant en tant que mesure symbolique, a amené à ce que les enseignants qui étaient présents dans ces équipements ont pris conscience que les communes étaient propriétaires de ces équipements et qu'elles avaient peut-être besoin d'investir, mais que Valérie le sait très bien, je ne rase pas gratis, donc des fois j'ai des critiques, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a besoin de prioriser. Et donc j'en reviens au propos de Vincent il y a quelques instants, sur le fait que la difficulté que l'on voit, et même pour des grandes collectivités, et je prendrai là encore l'exemple rémois, même si j'ai pu voir un exemple dans les Alpes-Maritimes par ailleurs, pour prendre une échelle départementale et différente, on a besoin de prioriser nécessairement les investissements que l'on réalise pour rénover ces équipements. Et à ce titre, il y a besoin de connaître, de faire un état des lieux des équipements, et on retrouve un certain nombre de données dans l'ancien registre des équipements sportifs qui est maintenant Data ES, qui, avec un certain nombre de critères, présente les caractéristiques de l'équipement, mais aussi pourrait dire ou signifier une notion d'alerte sur certains équipements pour prioriser les financements. Mais dans une commune en tant que telle, dans une capacité d'investissement qui est différente, mais en tout cas avec la volonté d'avoir des rénovations chaque année, il y a besoin de prioriser les projets entre une piscine, éventuellement une patinoire, plusieurs gymnases, des terrains synthétiques par exemple. Et il y a besoin à la fois déjà de connaître la consommation de nos équipements, de connaître l'état structurel clos couvert de nos équipements. Et on s'est rendu compte, et je plaide personnellement aussi coupable là-dessus, on s'est rendu compte que les collectivités, comme on était propriétaires de nos équipements et qu'on était concernés au sujet, mais sans nécessairement que ça soit une priorité première, on n'avait pas
toujours la consommation réelle par équipement. On avait une consommation globale, par exemple sur un complexe sportif, sur un pôle public qui prenait un équipement culturel, une salle multi-activités et un espace sportif, mais on n'avait pas le détail de la consommation, ce qui est aussi une fragilité. Donc il y a besoin d'avoir une connaissance fine de la consommation, de l'état de nos équipements. Et donc Reims, il y a un an, monsieur le maire, c'était un engagement. On a lancé un schéma directeur des équipements sportifs qui, alors excusez-moi pour la somme, elle est importante. Hein, c'est 150 millions d'euros qu'on va investir sur les équipements sportifs en 10 ans. C'est à peu près 25 millions, ça sera certainement 30 à la fin du projet, parce qu'il y a toujours un peu d'inflation sur les gymnases. À peu près la même chose sur 5 piscines, sur des complexes sportifs extérieurs par ailleurs, plus un projet patinoire pour remplacer 2 patinoires très fragiles à l'heure actuelle. Et on a utilisé 2 éléments, à la fois des compétences externes de la collectivité pour appuyer le diagnostic des agents, parce qu'on fait confiance, on a vraiment des compétences dans nos collectivités. Donc, il y avait cet état des lieux fait par les agents. Ensuite, on a eu un diagnostic extérieur qui a été réalisé à la fois sur le clos et le couvert, je le disais, sur la consommation énergétique et aussi, bien sûr, sur l'évolution des usages. J'en prends un exemple pour pas être technocratique dans mon propos, le fait d'ajouter souvent des clubhouse à des gymnases qui avant étaient essentiellement scolaires pour renforcer l'attractivité du projet associatif, des associations présentes dans l'équipement. Et ensuite, on a égrené de ce fait-là les équipements sur 10 ans pour tenir la PPI, le plan pluriannuel d'investissement. Et donc, je donne cet exemple qui est très urbain et je m'en excuse, et sur une compétence exclusivement pour le sport, celle de la commune à Reims. Mais il y a des exemples à la fois... la méthode peut être... Il y a à la fois des... Tout à fait. Il y a à la fois des exemples d'intercommunalité qui sont passés sur la notion intercommunale pour mettre en place ce type de plan. Je pense à la ville d'Amiens qui, depuis les années 2000, est en compétence intercommunale, ou encore des départements, dans des départements peut-être plus ruraux, qui ont fait ce même recueil. Alors après, il y a une notion de cofinancement, parce qu'ils ne sont pas toujours propriétaires des équipements, mais en tout cas, il y a une stratégie pour qu'en effet, le budget qui obligatoirement à l'équilibre dans une collectivité, contrairement à d'autres, petit clin d'œil à l'actualité, fait que ça puisse rentrer en responsabilité et répondre à des enjeux et prévoir derrière aussi l'évolution de l'usage des équipements, parce que quand on rentre en période de travaux, et je commence à le vivre, nécessairement c'est une contrainte pour les usagers, à la fois pour l'apprentissage de natation, pour le sport scolaire, et ça aussi, ça doit se prévoir. Donc c'est toute une démarche qui doit y avoir en amont, et on l'a partagé à la fois avec les directions des finances qui sont présentes dans la collectivité ou l'intercommunalité, l'urbanisme, où on a un vrai manque en France là-dessus, et je pense que DataES peut être un véritable appui par ailleurs. L'État, à la fois pour l'éducation nationale, mais aussi pour la partie sportive, et bien entendu les directions techniques de nos collectivités, parce que c'est pas uniquement la partie sportive qui est touchée, même si en tout cas, elle doit être prise en compte. Merci Raphaël Blanchard. On va prendre quelques questions, parce que comme je vous disais, il y en a pas mal. Je vous donne avant, il n'y a pas de grosses surprises, mais c'est plus l'ampleur des chiffres, les résultats au sondage. Donc, les principaux freins pour se lancer dans un projet, diagnostic énergétique 8%, le manque d'ingénierie 19%, donc ça je vais vous poser une question justement là-dessus. Les questions de financement, on se doutait que ça serait majoritaire, mais c'est vrai que c'est 57%, donc c'est de très loin, c'est pas une totale surprise, c'est peut-être l'ampleur qui... Et ne fait pas partie des premières priorités de ma commune, 16%. Justement, sur cette question d'ingénierie, alors là, comme il nous reste peu de temps, je vais vous demander si c'est possible une réponse assez rapide, parce qu'une des questions est de dire à quelle porte justement frapper. Est-ce que justement dans certains cas, je sais que les départements peuvent, il y a même des fois des agences techniques départementales, à quelle porte frapper? Est-ce que justement la NCT peut aussi répondre à ce genre de choses? Donc sur ce manque d'ingénierie, Alteria évidemment, mais dans les acteurs, on va dire publics, qui peut aider les plus petites communes? Deux éléments, et je laisserai Valérie peut-être poursuivre sur les compétences qui sont celles de l'État par ailleurs.
il faut déjà identifier le niveau dans vos collectivités qui a des compétences. Encore une fois, si vous êtes dans une grande ville, il y a de grandes chances que la ville est en capacité de porter cette ingénierie. Encore faut-il qu'elle soit une priorité dans l'organisation en lien avec le directeur général des services. Ça, c'est une orientation politique. Ensuite, le niveau départemental peut être important, mais encore une fois, avec les contraintes budgétaires qui sont de plus en plus importantes, mais il y a certains départements qui à la fois ont des départements spécifiques sur l'ingénierie ou alors même sur le montage de dossiers pour aller chercher des financements européens. Et bien entendu, l'intercommunalité, même si elle peut avoir ses limites, même en milieu rural avec les grandes intercommunalités qui ont été créées il y a peu de temps, on n'a pas toujours la technicité absolue. Et à ce titre, on retrouve là encore dans les régions des services dédiés. Mais tout cela complémentaire de l'action de l'État qui a aussi des compétences et il faut les utiliser. Et puis bien entendu des prestataires, et ça, je ne suis pas là pour en vendre un plus que l'autre, en tout cas qui peuvent apporter sur une mission ponctuelle par rapport à une commande qui est faite par les agents par volonté politique, de dire voilà, on a un état des lieux, voilà la question qu'on vous pose, comment vous y répondez, à la fois sur un temps dédié de 6 mois, 1 an, ou alors sur bon de commande avec une offre globale et en disant dès qu'on a un sujet plus spécifique, on aimerait pouvoir vous consulter, ou encore plus sur le long terme. Donc il y a plein de possibilités. Je pense qu'il faut déjà identifier dans votre commune, est-ce que votre commune en a les moyens, oui ou non, est-ce qu'il y a un service qui existe, est-ce que le niveau on ne vous entend plus. Et oui. Voilà, on vous retrouve. Ensuite, dégrainer finalement sur le niveau de compétence des collectivités et leurs moyens. Mais la première porte d'entrée, me semble-t-il, est déjà d'identifier dans votre commune ou intercommunauté, si vous êtes une petite commune. Ensuite, pour aller vers département et service départemental, jeunesse, engagement et sport, qui a une connaissance globale des dossiers qui sont présentés sur le sujet sport déjà, qui peut permettre de réorienter, même si déjà l'Agence nationale du sport a aussi beaucoup de conseils à donner. J'en ai bénéficié il y a quelques temps avant la présentation du schéma directeur. Faut pas hésiter. C'est pas qu'une agence qui est à Paris. Elle est vraiment sur le terrain. Annelise Titon pour pas la citer. Voilà, il y a des personnes qui vont sur le terrain, qui essaient d'accompagner et des personnes dédiées sur chaque sujet et notamment sur la notion énergétique des équipes. Merci. C'est vrai que c'est important ce que vous avez dit ici sur les subventions européennes. Vous les avez citées au début. C'est vrai que surtout des plus petites collectivités se disent oh là là, c'est des dossiers qui vont être super compliqués donc à monter, donc des fois même qui se lancent même pas. Donc comme vous disiez, c'est pas toujours le cas, mais parfois des départements voire des régions peuvent les aider à monter des dossiers. Valérie Saplana sur ce sujet, et dans la foulée j'aurais une question aussi sur des taux de subventionnement pour vous. Alors, écoutez, sur ce sujet, je crois savoir que l'Agence nationale de cohésion des territoires met en place des aides à l'ingénierie, oui. Mais sur la base de critères, somme toute assez nombreux que je ne maîtrise pas et donc qui limitent, je pense, le champ des collectivités concernées. Après, nous avons effectivement les services déconcentrés de l'État en charge des sports qui peuvent accompagner les porteurs de projets demandeurs de subventions en amont du dépôt de la demande. On est aujourd'hui en plus sur des dispositifs qui sont pluriannuels, donc ça aide aussi, c'est-à-dire qu'avant c'était compliqué, surtout pour les équipements structurants, de constituer un dossier et de rater le coche une année donnée. Là, on a des crédits qui sont reconduits d'une année sur l'autre pendant 3 ans, donc ça permet de planifier les choses et donc de mener les études comme il se doit et de les faire correctement, de prendre le temps de les faire bien parce que ça va impacter effectivement la qualité de fonctionnement de l'équipement derrière. Et puis ce que je peux ajouter, c'est important aussi, c'est que nous prenons en charge dans les dépenses éligibles sur lesquelles on applique un taux de subventionnement, on prend en charge donc le coût des études.
Hein, donc, ça peut être mis dans le coût global de l'équipement et donc on peut faire porter le taux de subvention également sur le coût des études. Donc ça, c'est quand même important à connaître. Hein. Oui, parce que vous voyez, dans une des questions plutôt remarques, il était indiqué que voilà, la ville s'était pas encore lancée, mais rien que déjà le coût des études avait été un peu pour elle un peu élevé, disons. Donc effectivement, d'avoir ça en amont. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Tout ce travail en amont est très important avant de se lancer. Alors, une question très précise encore pour vous, Valérie Saplanin. Pouvez-vous nous donner la quote-part en montant de subventions pour les QPV, les quartiers politiques de la ville, milieux ruraux, bon, je pense que c'est les zones prioritaires de ruralité, et le reste sur l'application du dernier plan ANS, de l'ANS? Alors, quand vous dites quote-part, vous entendez quoi? Oui, je m'interroge aussi, je la prends telle quelle, hein, telle que je l'ai eue. Alors, ce que je peux dire, c'est que en fait, ce dispositif sur les équipements structurants qui, par les années passées, était dédié au territoire carencé, est cette année ouvert à tous les territoires. Donc, ça, c'est déjà une information importante. Mais qu'on continue, on va donner une priorité aux dossiers, aux projets qui sont situés dans les territoires carencés. Priorité voilà, pour les retenir, mais dans les subventionnements, est-ce qu'ils sont les mêmes? Ah oui, absolument. Là, on n'a pas de critères et on n'a pas de proportions particulières. En fait, on prend simplement en compte les dépenses éligibles et on a un taux maximum de subvention qui s'applique sur ces dépenses éligibles. Donc, le taux de maximum de subvention, il est de 20% pour ces équipements structurants qui sont extrêmement coûteux, donc difficile d'aller au-delà avec les budgets dont on dispose. Donc, je rappelle que là, cette année, on a 39 millions 5. Ces 39 millions sont délégués au préfet de région. Qui, en fonction de la population de chaque région, et qui va instruire avec les services déconcentrés de l'État en charge des sports les demandes de subventions. Puis, les demandes qui seront complètes et conformes seront examinées en conférence des financeurs, et ce sont les conférences des financeurs qui vérifieront la conformité des demandes de subventions au projet sportif territorial qui a été élaboré par les conférences régionales du sport et qui se réunira aussi pour vérifier que les cofinanceurs, que les cofinancements possibles permettent bien de soutenir l'équipement à la hauteur du besoin. Hein, donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est vraiment sur les dépenses éligibles qu'on applique nos taux de subventionnement. C'est pas en fonction de la localisation des projets. Donc, ces conférences régionales, dont parlait aussi Raphaël Blanchard tout à l'heure, sont effectivement assez importantes. Alors, vraiment, là, une réponse très rapide. Vous voyez, y a-t-il des aides pour l'embauche d'un poste d'énergie manager? Pas au sein de l'agence, en tout cas. Non. Dans le cadre du fonds Chêne, programme acté de la FNCCR, il y a effectivement un des volets de subvention pour le financement d'un poste d'économe de flux ou d'énergie manager, qui peut aussi être combiné avec l'accompagnement sur des études énergétiques, des études de maîtrise d'œuvre et également, pourquoi pas, des schémas directeurs de l'énergie, comme le mentionnait Monsieur Blanchard. Merci. Alors, le temps court, on arrive près de la fin, mais bon, je prends une dernière question, peut-être plus pour Raphaël Blanchard, parce que je sens quelqu'un qui est un petit peu remonté. Attendez, je la retrouve. Les régions et les départements utilisent nos équipements pour l'heure scolaire, réalisant de ce fait des économies, et ces mêmes départements et régions ne nous aident pas toujours autant que besoin lorsqu'on rénove. Vous avez en partie répondu tout à l'heure. Hein. C'est pas une découverte. Je pourrais évoquer aussi le sport universitaire où il y a des études qui sont faites aussi sur le sujet pour optimiser l'usage déjà de nos équipements. Ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup d'équipements sportifs quand même en France, mais que l'optimisation d'usage, à la fois en nombre d'usagers par créneau, mais aussi en utilisation sur le temps de la semaine, on pourrait faire mieux. Mais il y a eu des difficultés à la fois techniques, de sécurité depuis 2015, notamment sur des équipements gymnases qui étaient prévus dans une cité scolaire et donc qui ne
nécessiter un aménagement de ce dernier. Et il faut, dans ce cadre-là, revenir sur le fait que la loi démocratisation du sport a, pour les nouveaux équipements prévus, que ces équipements sportifs puissent être accessibles indépendamment de l'ouverture de l'équipement scolaire pour optimiser cet usage. C'est déjà une première économie plutôt que de créer chacun son équipement dans une querelle éventuelle de chapelle. Et pour répondre précisément à la question qui nous a été transmise, il y a en effet des situations un peu incongrues sur certains territoires, mais chaque situation est différente. Et je prends des exemples concrets. On a à la fois, parfois, je prends un exemple universitaire, des équipements qui sont réalisés par l'université avec un cofinancement de la commune ou l'intercommunalité qui prévoit de ce fait-là des heures au bénéfice des associations de la commune alors que c'est un équipement universitaire. On a la même situation, elle est même plus importante dans le sens inverse, pour d'autres équipements. Je pense bien sûr les gymnases, ils ont une forte place sur le sujet, et je pense que la solution la plus évidente pour éviter de se disputer un peu le bout de gras, excusez-moi d'être un peu trivial en cette fin de matinée, c'est certainement l'appétit, mais c'est de prévoir dès la construction ou dès la rénovation de l'équipement les conditions du partage de son usage, pour éviter chaque année de revenir sur le sujet et suivant les évolutions politiques, et de prévoir donc les créneaux qui sont ceux des écoles, des collèges, des lycées ou de l'université dans le cadre de l'usage de cet équipement en amont, plutôt que chaque année revoir la convention dans le cadre de souvent un échange sur du fonctionnement, qui est toujours un sujet un peu tendu, parce qu'encore une fois, j'y reviens, les collectivités sont obligées à l'équilibre, et parfois, par un effet d'opportunité, on se dit qu'on gagne 10 000 euros parce qu'on a enlevé une convention, sauf qu'après, on récolte toute la difficulté d'usage au quotidien qui n'est pas simple. Donc oui, il y a des améliorations à avoir là-dessus. Je pense que les régions et les départements, pour l'essentiel, ont quand même été des gros cofinanceurs des équipements structurants, notamment en lien avec le sport scolaire. Et si c'est pas le cas, je pense qu'il faut le rappeler à vos conseillers régionaux et conseillers départementaux au moment à la fois de la rénovation ou de la création des équipements. Mais il faut jouer collectif, c'est le sens de la nouvelle gouvernance du sport. Mais j'y reviens, je pense qu'il y a un petit trou j'ai même un gros trou dans la raquette à l'heure actuelle. On voit qu'il y a une évidence du sujet énergétique en lien avec les piscines, en mettant de côté les patinoires. On voit quand même que sur les gymnases, à l'heure actuelle, il n'y a pas nécessairement de moyens dédiés. Alors c'est une ouverture que je propose, et j'en échange avec les uns et les autres, et du moins c'est ce que porte Landes. Il faut pas qu'on oublie les gymnases, qui sont certes le sport des clubs, mais qui à 2/3, c'est le sport du scolaire. Donc je ne prendrai pas la responsabilité, je pense qu'on est tous dans cette même situation, de nous prendre la responsabilité de fermer des équipements gymnases parce qu'on n'aura plus ce clos couvert ou alors ce coût énergétique qui serait disproportionné. Il faut absolument qu'on mette des moyens sur ces équipements pour leur permettre soit d'être pérennisés, soit d'en créer d'autres avec un autre mode de fonctionnement, notamment avec un enchevêtrement plus important avec les lycées et les collèges, ce qui est quand même l'essentiel pour les départements, qui est la compétence des collèges, et les régions pour les lycées, sans oublier l'universitaire. Mais il faut jouer collectif pour trouver les réponses et être dans le bon sens, me semble-t-il, mais tout en ayant une stratégie locale pour que vous, en tant que commune, pour les personnes qui sont ici, vous maîtrisiez l'orientation politique qui est la vôtre. Ça peut être le sport en lien avec les jeunes, ça peut être le sport santé, je ne juge pas, ça peut être le savoir rouler, le savoir nager, mais en tout cas de construire une stratégie, un schéma qui puisse aussi dépasser peut-être le temps politique. Et c'est important quand on parle de budget, même s'il est voté annuellement, on a besoin de prévoir éventuellement les pics qu'il pourrait y avoir dans un budget, et puis qu'en plus le sport n'est pas le seul sujet dans les communes. J'ai bien retenu les 16% de communes où
Le sport était pas, voilà, toujours le premier sujet, et on est tous élus, pas uniquement du sport, donc je pense qu'on le comprend aisément. Mais en tout cas, on a des éléments structurants sur ce sujet des gymnases et de leur pérennité dans les 10 à 15 ans. Si on met pas les moyens, on va vraiment être en difficulté. Donc, allons-y. Merci. Alors, désolé parce que là, je vais donner la parole à Hélène Leroy-Costel, mais pas mal de questions. Bon, des fois, on a en partie répondu. C'est vrai que beaucoup sur les financements, les montages, les taux de subventionnement. Ça prouve que, effectivement, le sujet, quand même, suscite beaucoup de questionnements. Hélène Costel-Leroy, peut-être une petite conclusion et par rapport à ce que vous avez entendu, ces besoins. Bon, j'imagine que c'est pas une totale surprise. Peut-être l'ampleur, quand même. Oui, effectivement, on est dans une année sportive, un contexte énergétique qui est compliqué, qui s'installe dans la durée, un contexte réglementaire qui incite à une réduction importante des consommations, le décret tertiaire notamment, Vincent l'a évoqué. Donc c'est important de pouvoir s'adapter rapidement pour pouvoir avancer dans sa transition énergétique. Et aujourd'hui, l'UGAP est en mesure de contribuer activement à ces politiques publiques ambitieuses avec ses différents partenaires comme l'ANDES, le ministère des Sports ou nos tutelles, le ministère de l'Éducation nationale. On se tient à disposition des collectivités qui peuvent compter sur nous au quotidien en proximité pour les accompagner justement sur ces sujets avec des solutions clés en main. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que la première question qui nous a été posée, c'était de savoir si sur notre webconférence, il y aurait une présentation. Alors, je pense que ça voulait dire un replay, hein, il n'y a pas une retranscription écrite qui pourrait être, si c'était disponible. Justement, ça, on vous l'envoie dès aujourd'hui, ou au pire demain, un lien sur le replay hein, qui sera accessible par tous. Bon, elle sera aussi disponible sur le site de VK. En tout cas, un grand merci à nos 4 intervenants. Merci à l'UGAP, à l'ANDES et à l'ANS. Merci également à Cynthia Nguyen en régie, toujours là pour gérer toutes les petites difficultés qu'on peut avoir. Donc, vraiment un grand merci à elle. Donc, encore merci à vous 4. Le sujet n'est pas épuisé, mais je pense qu'il faudra le retraiter et je pense qu'au congrès de l'ANDES, ce sujet, ça sera pas le seul évidemment, mais sera également traité. Merci encore à vous 4. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.